Qu'est-ce que c'est l'éthologie? Alors, l'éthologie, c'est une discipline dont la définition vient du grec, qui signifie en fait étude des mœurs. Donc, vraiment, littéralement, c'est ça. Donc, avec etho qui signifie mœurs et logia qui signifie étude. Et donc, c'est une discipline en fait qui cherche à comprendre le comportement des animaux et des humains, donc des animaux non humains, aussi dans leur contexte environnemental, donc soit naturel, ce qu'on appelle le milieu naturel pour les animaux sauvages par exemple, soit dans l'environnement quotidien en tout cas. Donc vraiment, c'est l'étude des comportements des animaux, humains ou non humains, au sein de leur quotidien, grosso modo. C'est une science relativement récente, ou alors elle a toujours existé, mais elle n'était pas formalisée. Elle a toujours plus ou moins existé parce que, en fait, il y a plein de disciplines finalement qui font appel à l'éthologie. On en a fait une discipline à part entière et reconnue, et donc dans le milieu de la recherche, où il y a vraiment des chercheurs en éthologie. Depuis finalement, c'est assez récent en fait, effectivement, depuis Konrad Lorenz notamment, il y en a d'autres après. Mais c'est quand même une discipline d'observer en fait, qui se base sur l'observation des comportements qui remonte à plus loin, puisqu'en fait les naturalistes, les personnes qui observent les animaux dans la nature, se basent aussi en fait sur de l'éthologie. Et donc Darwin en fait faisait déjà de l'éthologie finalement sans le savoir et sans l'avoir nommé comme tel, pour ainsi dire. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette discipline, à l'éthologie? Moi, depuis toute petite, c'était mon souhait en fait. Dès l'âge de 8 ans, j'ai des archives historiques qui prouvent dans mes dessins et dans mes souhaits à l'école en fait de vouloir étudier les animaux. Et donc voilà, depuis très jeune, il y a d'abord eu vétérinaire bien sûr, puis après je veux comprendre et je veux étudier les animaux. Et donc je suis allée chercher une définition qui pouvait coller à ce que j'avais envie de faire. Et en fait, il s'est trouvé que c'était l'éthologie que j'ai découverte à 10 ans à peu près. Aujourd'hui, l'éthologie, au-delà d'être un domaine de recherche, il nous aide donc à comprendre quoi? Il nous aide dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quelle est l'importance au fond de l'éthologie? On viendra à votre association aussi juste après. En quoi cette science, ce savoir, cette connaissance est-elle importante aujourd'hui? Alors, en fait, l'éthologie nous interroge et nous incite à nous interroger et à partager nos questionnements à partir d'observations factuelles. Donc, le premier travail de l'éthologue, c'est l'observation. Et donc, par l'observation, en fait, on s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres êtres vivants. Et du coup, ça nous amène à nous poser plein de questions. Et à se demander pourquoi. Pourquoi il fait tel ou tel comportement, pourquoi il y a tel et tel type d'interaction. Et donc finalement, ça nous ouvre, et nous, c'est un peu l'objet de notre travail à travers notre association, ça nous ouvre en fait à comprendre le vivant et à se poser des questions et à derrière répondre en fait à des questions, à des enjeux de société par exemple, à aller aussi dans la médiation, dans la vulgarisation et la médiation pour se servir de l'éthologie finalement comme d'un outil qui part de faits, d'observations factuelles pour derrière venir discuter, échanger sur le pourquoi, du comment de tel et tel mécanismes comportementaux et finalement nous amène à pouvoir répondre en fait à des enjeux de développement durable, des enjeux de bien-être animal, des enjeux sociétaux en fait. D'accord. Alors cette association justement, elle est là aussi, on va en parler maintenant, pour justement infuser dans la société, irriguer et vulgariser entre guillemets cette connaissance et l'usage de cette connaissance. Oui, tout à fait. Donc l'association de vulgarisation et d'initiative en éthologie donc c'est une association loi 1901 qui a pour objectif réellement de faire connaître l'éthologie déjà en premier lieu, de la valoriser comme un outil justement de médiation scientifique. Donc on développe et on soutient des initiatives en recherche participative appliquée, parce qu'on ne fait pas forcément de la recherche fondamentale, mais vraiment de la recherche qui se veut être appliquée derrière, justement à des sujets environnementaux, des sujets de société, des sujets agricoles,
des sujets sociaux, etc. Et donc, derrière, l'objectif pour nous aussi, c'est de venir proposer des applications, en fait, de l'éthologie. Une fois qu'on a cherché, qu'on a découvert des choses, qu'on a des résultats sur tel ou tel sujet, telle ou telle étude, l'important pour nous, c'est de pouvoir le partager avec le public d'acteurs avec qui on interagit et pouvoir s'en servir, en fait, au sein d'un territoire pour son développement, pour recréer du lien entre les acteurs. Voilà. On est une association qui est donc composée de 6 membres dirigeants, donc le conseil d'administration. On est tous bénévoles, donc au niveau des membres du conseil d'administration. Donc moi, je suis coprésidente effectivement avec la cofondatrice de l'association, donc Amalia Quadra, avec qui on a lancé l'association en 2015. Et puis après, il y a donc d'autres personnes qui se sont ajoutées peu à peu. On a tous donc un autre métier à côté, puisqu'on est bénévole dans l'association. Et après, bien évidemment, au sein de l'association, il y a des bénévoles, des adhérents, des sympathisants. Donc, sachant qu'on avait fait notre camembert qu'on n'a pas encore mis sur le site internet, issu de notre dernière assemblée générale. On est à peu près 35% d'agriculteurs adhérents, membres de l'association, ou qui sont, parce qu'on a 2 agriculteurs dans le conseil d'administration aussi, justement, donc ils sont agriculteurs de leur métier et qui font partie du conseil d'administration et qui sont justement représentants des enjeux agricoles, que chaque membre du conseil d'administration, dans les 6 membres dirigeants dont je parlais, on est tous représentants d'un enjeu ou 2 en particulier. Donc moi, par exemple, je suis la représentante des enjeux scientifiques et de communication. J'ai mon autre collègue, Élodie Gilmer, qui est représentante des enjeux d'éthologie et des métiers liés à l'éthologie, donc éducateur canin, comportementaliste, etc. Puisque c'est elle-même ce qu'elle fait dans son métier. Elle est indépendante, comportementaliste, éthologue, accompagnatrice des personnes, notamment sur les chiens et les chevaux, donc en éducation canine et équine. On a également un écologue dans l'association aussi, dont le métier effectivement est de travailler dans une structure en écologie. Voilà, donc c'est un regroupement de diverses compétences et de divers profils qui permet de nourrir justement vraiment nos enjeux associatifs là, qui se veut être une association de recherche, de médiation. Donc c'est important qu'on ait une représentation et une représentativité des différentes sphères un petit peu que compose la société, on va dire. Et j'imagine que, alors, sur les exemples d'action, Michel m'avait soufflé le loup, les loups, les patous. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple d'action un petit peu pratiques qui ont été menées ou qui sont menées actuellement? Alors, on mène donc vraiment le cœur de notre métier, on mène des recherches participatives. Donc on en a une qui est en cours, qui est longitudinale, donc qui prend vraiment du temps, qui s'installe dans le temps et donc qui est depuis l'origine de l'association, qui porte sur l'étude des comportements sociaux et spatiaux des chiens de protection de troupeaux vis-à-vis de la prédation. Donc prédation du loup en priorité parce que c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on travaille, mais ça peut être la prédation de l'ours, du lynx, etc., ou des chiens divagants sur les troupeaux domestiques. Et donc on s'intéresse vraiment au comportement des chiens de protection, à leur lien en fait très particulier avec les troupeaux qu'ils protègent, les interactions qu'il peut y avoir avec le ou les prédateurs, les menaces éventuelles. Et bien évidemment aussi tout ce qui va être du multi-usage, puisque on s'insère en fait dans un paysage touristique, dans un paysage avec des pratiques quotidiennes, agricoles, mais aussi des pratiques de vie rurale quotidienne, donc du voisinage, etc. Et donc il y a aussi toute cette dimension d'étude des interactions du chien de protection vis-à-vis des touristes, vis-à-vis des randonneurs, etc. Et donc là, il y a un gros volet aussi, justement, sensibilisation, médiation, formation des usagers à toutes ces pratiques aussi.
Et puis après, on s'inscrit dans d'autres projets plus annexes, on va dire, qui viennent compléter celui-là ou graviter autour. Notamment, on a eu une préétude, on a commencé une préétude sur vraiment les interactions et les réactions que peuvent avoir les chiens de protection vis-à-vis de prédateurs. Donc là, vraiment plutôt, et vis-à-vis de la faune sauvage. Donc là, on est plutôt moins en lien avec l'humain, en tout cas. Et puis également, on a participé au développement d'outils d'analyse et de diagnostic des territoires, donc avec d'autres acteurs, donc qui était le CERP, un outil qui a été développé par l'association, ça y est, je vais retrouver le GMHL, donc le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin. Donc on a travaillé donc avec tout un consortium d'acteurs au développement d'un outil diagnostique un petit peu de vulnérabilité des territoires vis-à-vis de la prédation. Et puis là, actuellement, on va commencer un partenariat avec le CNRS et l'Université de Limoges sur un projet qui s'appelle Relions-nous, qui vise à aller plutôt expérimenter là et voir le comportement d'autres animaux protecteurs des troupeaux, comme les ânes, par exemple. D'accord. Bon, donc c'est vraiment, on est dans le réel, vraiment, on est dans des cas pratiques avec des interactions à tous les niveaux, sociétal, culturel, scientifique, enfin, et sur des sujets parfois polémiques, puisque le patou est un sujet polémique, et j'imagine qu'effectivement c'est très important d'arriver à trouver un vivre ensemble pour le coup, et à débugger aussi peut-être beaucoup de choses qui se disent autour du patou. Donc cette éthologie, elle permet donc de s'attaquer à des problèmes ou des choses très concrètes. C'est vraiment quelque chose qui... Oui. Et les autres interlocuteurs sont globalement qui? Alors, on a tout un tas d'interlocuteurs, justement, vu qu'on s'insère vraiment dans des problématiques sociétales, en fait, des questions d'actualité, et via le prisme de la recherche et de l'éthologie, on s'adresse, nous, notre public principal avec qui on travaille au quotidien, c'est les agriculteurs. Mais ça va être du coup donc tous les acteurs qui sont en lien avec l'agriculture, donc les CIVAM, les chambres d'agriculture, les fédérations d'alpage, les fédérations pastorales, l'Institut de l'élevage, la MSA, voilà, tous ces acteurs-là. Ça va être aussi les gestionnaires d'espaces protégés, donc tout ce qui va être parc naturel régional, parc national. Bien sûr les instituts de recherche, donc le CNRS, l'INRAE, par exemple. Ça va être aussi des chercheurs indépendants, parce qu'on travaille, on a notre petit labo de statisticiens indépendants avec qui on travaille. On aime bien ça là pour pouvoir aussi avoir on tient aussi à avoir vraiment une indépendance aussi dans nos recherches. Donc nos statisticiens sont des chercheurs indépendants. On travaille aussi avec l'OFB, bien sûr, donc l'Office français pour la biodiversité, avec des naturalistes, des associations de protection de la nature et des naturalistes, des écologues, des sociologues, des géographes, et les services de l'État, bien sûr, donc notamment les DDT, les DREAL et les collectivités locales, territoriales. Donc voilà, une approche pluridisciplinaire avec beaucoup d'éléments qui viennent nourrir la réflexion. Le public des jeunes est aussi un public que l'association vise ? Alors, c'est plus délicat, effectivement. Donc, on les vise principalement, j'ai envie de dire, via au stade étudiant. Donc, puisqu'on accueille, en fait, beaucoup d'étudiants, on a des stagiaires, donc de la licence jusqu'au master 2, des étudiants en recherche, des étudiants en agronomie, on a des ingénieurs agro aussi. Donc voilà, on s'adresse beaucoup aux étudiants pour les stages, on s'adresse aussi aux jeunes publics, aux un peu plus jeunes parfois, puisqu'on accueille des volontaires en service civique. Également, après, on s'adresse un peu moins. Alors, on l'a fait beaucoup au début au très jeune public, c'est-à-dire aux enfants, école élémentaire, secondaire, etc. Là, c'est plutôt pour des actions des animations pour parler de l'éthologie, des animations pour parler effectivement des chiens de protection. Donc, on a déjà fait du scolaire et du périscolaire. Mais c'est dans une bien moindre mesure, effectivement, on s'adresse quand même plus à un public jeune adulte ou adulte dans notre sphère pour l'instant appliquée, en tout cas avec la recherche.
Cette envie de comprendre générale, à quoi et de médiation, à quoi elle se heurte principalement? Qu'est-ce qui est difficile? Alors, ce qui est difficile, c'est de balayer les idées reçues. Bon, c'est à ça que nous sert l'éthologie, justement. C'est un point de départ pour après ouvrir la discussion. On se heurte surtout à la méconnaissance du public et notamment même des sphères et des acteurs professionnels vis-à-vis de cette discipline. Du coup, de là découle le fait qu'on se heurte à des problématiques financières très très claires aussi, parce que c'est peu connu, peu reconnu encore. Ça monte, ça gagne un peu en visibilité de plus en plus, mais bon, c'est encore à la marge quand même. On ne fait pas partie des instituts ou des labos de recherche qui, comme en médical par exemple, ont pignon sur rue. Et donc des financements associés et donc des plateformes et des moyens d'accès aussi à la communication facilitée. Nous, faut à chaque fois faut jouer un peu des coudes et faire ses preuves pour arriver à des sphères publiques ou des sphères de communication et des sphères financières accessibles, quoi. Quel est le regard du monde agricole sur votre travail? Ce sont des interlocuteurs premiers. Comment quelles sont vos relations? Alors, donc des relations professionnelles pour interchanger au quotidien quand on vient déployer en fait déjà les protocoles chez eux. On les forme aussi, enfin on les sensibilise. On a des questionnaires aussi en fait, donc à cheval en fait entre les disciplines d'éthologie, de sociologie, d'enquête sociale aussi, où on vient les questionner sur leurs pratiques pour nous intégrer ce type de variables en fait vraiment dans nos études. Et donc on va leur poser tout un tas de questions et eux vont pouvoir parfois assister aussi au protocole déroulé sur leurs exploitations. Et donc ça leur ouvre aussi à une nouvelle approche, une nouvelle vision de leurs animaux, de leurs pratiques aussi. Et donc il y en a qui nous font ce retour-là en disant que vraiment ça leur apporte une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir leurs animaux aussi, et des nouveaux moyens, des nouvelles techniques d'observation. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, eux, ils vivent au quotidien avec leurs animaux, donc ils les vivent, ils les perçoivent, mais d'une manière qui n'est pas forcément dézoomée. C'est-à-dire qu'ils prennent pas forcément ni le temps, ni non les moyens, ni les outils techniques pour se dire, tiens, comment je peux observer de manière un peu donc quand je dis dézoomer, c'est-à-dire l'éthologie nous apprend ça, nous apprend à prendre du recul vis-à-vis des situations pour se placer en tant qu'observateur et observer comme avec une caméra de surveillance ce qui va se passer en n'apportant pas de jugement ni d'interprétation première et vraiment en pouvant en fait de cette manière-là prendre du recul et analyser les choses sous un autre angle et sous un autre regard. Et donc c'est ça que ça peut leur apporter aussi et aux agriculteurs ou autres d'ailleurs publics. Et de la même manière qu'il y a ce recueil, qu'il y a cette observation, pardon, est-ce que de votre côté, il y a aussi un recueil d'expériences qui remonte du terrain et qui peut participer aussi à la compréhension, puisque ces gens-là, en l'occurrence, agriculteurs, ont aussi des pratiques avec des expériences, des observations qu'ils ont eux-mêmes. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension finalement d'aller-retour aussi où vous recueillez pour faire le tri, hein, ensuite peut-être aussi pour le mettre en perspective, mais Ah oui, complètement. C'est effectivement dans les deux sens. Enfin, c'est un échange. Nous, on apporte des outils, un regard, une méthodologie, que ce soit aux agriculteurs ou à nos partenaires. Par exemple, ça peut être des parcs, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, d'autres types d'acteurs. Et bien sûr, c'est un échange en fait. Donc nous, on recueille tout un tas de données, tout un tas d'éléments qui sont capitaux pour mieux comprendre aussi justement nos sujets d'études en fait. Donc que ce soit les animaux ou les humains là en l'occurrence. Et on se rend bien compte, pour donner un exemple, dans les enquêtes un peu plus à dimension sociale, on pourrait dire, qu'on mène avec les agriculteurs pour mieux comprendre leurs pratiques, leur conduite, comment ils se conduisent avec leurs animaux, quelles relations ils ont avec leurs animaux, etc. Notamment là en l'occurrence les chiens de protection par exemple. Bien sûr qu'on va avoir besoin en fait de leur retour pour intégrer ces données-là comme des variables explicatives ou à expliquer dans nos études. Et en l'occurrence, pour donner un exemple, on s'est rendu compte qu'un des facteurs
qui a une importance non négligeable et même donc significative dans le comportement des chiens de protection, va être ce qu'on a, enfin l'expérience théorique et pratique de l'éleveur. Donc il y a une influence non négligeable de l'expérience effectivement du chef d'exploitation, de celui qui va conduire le troupeau et donner les instructions et éduquer, mettre en place le chien de protection dans ce que va devenir le chien de protection dans les aptitudes réelles du chien de protection derrière. Ouais, c'est intéressant, effectivement. De l'importance, de l'influence sans s'en rendre compte, ou là pour le coup que peut avoir tout à fait. L'humain là sur l'animal et sur les aptitudes en plus d'un animal qui va derrière agir en autonomie en plus dans ses actions. Donc c'est très intéressant de voir les liens de cause à effet et là les liens entre espèces qui se créent à leur insu. Enfin, on peut s'en douter raisonnablement, mais ça ressort vraiment comme facteur prédominant par exemple. Est-ce que les comportements changent et la perception est en train de changer? Alors, la perception est en train de changer, oui. On a surtout affaire aussi à un public qui change un peu. C'est-à-dire qu'on a toujours, mais de moins en moins. On a toujours des agriculteurs qui sont agriculteurs de père en fils. Voilà, c'est une reprise familiale. Donc, il y a un peu des transmissions qui se font. Et puis des néo-agriculteurs, donc des gens qui viennent d'autres parcours, qui sont issus par exemple de reconversion professionnelle. Et il y en a quand même de plus en plus. Les agriculteurs qui s'installent aujourd'hui sont beaucoup, je crois en majorité, enfin je ne veux pas dire de bêtises, ou peut-être se rapprocher des acteurs agricoles en termes de formation, etc. Ils sauront mieux répondre à ça, mais a priori il me semble qu'il est question de ça, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'installent aujourd'hui qui sont des gens issus d'autres métiers auparavant. Donc, avec une approche qui se met à l'agriculture aussi pour une volonté bien précise, de recréer du lien, de faire les choses avec déontologie, avec éthique. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui apporte un nouveau regard à l'agriculture, avec la conscience du changement climatique, la conscience des modifications des pratiques, des modifications des attentes aussi, en termes de consommation de viande, par exemple, enfin, plein de choses comme ça, qui amènent à des nouvelles considérations. Mais en parallèle, on a toujours aussi la pression quand même de l'agriculture conventionnelle avec il faut toujours plus d'animaux, toujours plus de rendement. Et donc là, oui, forcément, la relation n'est pas du tout la même aux animaux et au travail même et à l'agriculture en elle-même. Donc oui, il y a des évolutions, il y a des changements. Après, je pense que c'est pas chez les mêmes types d'agriculteurs et chez le même type de public, en fait, de toute façon. Votre animal totem, est-ce que vous en avez un ou animal préféré? Alors, je le dis à chaque fois et je le redis, je ne fais pas trop la différence moi, entre animal préféré et animal totem. Donc, celui qui vous accompagne. Alors, celui qui m'accompagne depuis le début, qui m'a amené à travailler dans cette association et à travailler en particulier sur le sujet du chien de protection, notamment dans cette association, c'est le loup. Sans surprise, parce que c'est un animal qui dit beaucoup de choses du monde animal, beaucoup de choses des civilisations humaines aussi. Le chien est issu originairement du loup, et donc c'est quand même un animal qui est extrêmement clivant depuis la nuit des temps, qui accompagne malgré tout l'homme et les civilisations humaines depuis la nuit des temps aussi. Puisqu'on l'a même domestiqué pour être notre meilleur allié et qu'on s'en sert justement en plus pour la protection des troupeaux contre lui-même, contre son ancêtre. C'est quand même quelque chose de fascinant d'un point de vue éthologique justement et d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal. Ça vient dire beaucoup de choses